En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à côté de Blanzac, à Cressac exactement, Saint-Genis-Cressac, pour découvrir une chapelle absolument magnifique. Magnifique, pourquoi ? Parce qu'elle est belle, elle est simple et surtout elle recèle un trésor qui sont des fresques et des fresques très anciennes. Mais tout ça, toute l'histoire, on va vous la conter. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant car j'ai à côté de moi Madame Colette Tarda qui est historienne et qui fait partie de l'association des Amis de cette chapelle. Nous aurons sa présidente tout à l'heure et donc je suis ravi d'être ici par ce beau jour d'automne ensoleillé. Colette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je le disais, membre de cette association qui s'occupe, bien que ce soit un bien qui appartienne aujourd'hui aux protestants, de cette chapelle de Cressac qui était la chapelle d'un ensemble templier. Alors maintenant, moi je vous passe la parole car vous avez l'habitude de faire visiter et avec vous, on va découvrir cet endroit. Cette chapelle faisait partie de la commanderie du Dognon et elle a été construite en 1160 et c'est le seigneur du Châtillier qui, venant de la troisième croisade, a entrepris de faire construire cet édifice. Voilà. Bien, alors il a fait construire cet édifice, vous savez pour quelles raisons et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? À cette époque-là, les Templiers étaient beaucoup en Charente. Ils étaient très importants. Il y avait besoin pour la Terre Sainte d'avoir des remplaçants parce que vu ce qui se passait sur les chemins de pèlerinage et sur les lieux stratégiques avec les différentes batailles, il y avait besoin d'hommes, de remplacer les hommes qui malheureusement mouraient pendant ces batailles. Donc il y avait en Charente une trentaine de commanderies templières. Alors une commanderie de templiers, ça représentait à peu près combien de personnes ? C'était très variable. Ici, il paraît qu'il y a eu jusqu'à une dizaine de personnes, mais c'est du on-dit. On n'a pas de document l'affirmant. Voilà. D'accord. Au niveau des gens qui y passaient, c'était aussi un lieu où les gens étaient attendus, on s'occupait d'eux, c'était une hospitalité en même temps. Pas beaucoup d'hospitalité. Ce n'est pas une chapelle appartenant aux hospitaliers. Il y avait un peu plus loin, il y avait des lieux où on accueillait les pèlerins, on accueillait les malades, mais ici c'était simplement une préparation pour partir en Terre Sainte. D'accord. Ouais. Donc c'était le début d'un long cheminement à travers, en passant dans cette commanderie. Alors là, la petite chapelle est isolée sur une hauteur qui domine les très jolis coteaux et vallons que nous avons à côté de nous dans le Blanzacais. Sans doute que les bâtiments qui jouxtaient cette chapelle ont été détruits ou ont servi au village qui est à côté de nous en ce moment. Il semble que le village qui est à côté de nous corresponde aux granges, aux écuries, aux étables, à tout ce qui permettait à la commanderie de vivre en autarcie. Quant au lieu de vie des Templiers, il semble que ce soit du côté sud de la chapelle, qu'ils aient été construits. Et que c'est au moment de guerre de 100 ans et guerre de religion qu'ils auraient disparu. Vous voyez, par exemple, sur ce mur, vous voyez les corbeaux qui correspondent donc aux endroits où s'appuyaient les poutres de bâtiments. Et vous voyez aussi des pieds droits d'ouverture basses et hautes qui vous montrent qu'il y avait une correspondance entre l'intérieur de la chapelle et des bâtiments qui devaient se trouver ici du côté sud. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire pour nos auditeurs la chapelle, donc un rectangle et un chevet plat avec 3 grandes ouvertures et un oculi au-dessus. C'est ce qui caractérise, je crois, l'architecture des chapelles templières.
Oui, ces chapelles templières ont une architecture très sobre parce que Bernard de Clairvaux avait recommandé cette sobriété afin que le chrétien, le templier, soit concentré sur sa prière plutôt que sur l'observation de décorations qui auraient pu donc le distraire un peu. Voilà. Elle correspond aussi aux constructions cisterciennes de cette deuxième moitié du XIIe siècle. Et on retrouve ce chevet plat dans les églises cisterciennes, avec un triplet de fenêtres comme cela qui évoque la Trinité, et un oculus qui permet d'évoquer la lumière divine, avec ici dans ce cas-là un quadrilobe au centre de l'oculus qui pourrait évoquer les 4 évangélistes. Ça a été dit par certains historiens de l'art. Bien, écoutez, on va peut-être avancer, Colette, et je vais demander peut-être au Père Morin, qui est avec nous aujourd'hui, de nous dire, en France, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et resituer les Templiers dans l'histoire générale. Eh bien, nous sommes effectivement au milieu du XIIe siècle, en pleine période des croisades, puisque 1148, c'est la seconde croisade, qui va mobiliser d'ailleurs beaucoup de chevaliers du Poitou, de l'Angoumois, de la Saintonge, de la Guyenne, qui vont effectivement se mobiliser pour partir dans cette deuxième croisade. Et on va voir que le décor intérieur de cette chapelle est lié à cette seconde croisade. Et effectivement, comme cela a été très bien dit, il y a une préparation psychologique, spirituelle, militaire pour partir à la croisade, et ces commanderies templiers en font partie. Et il faut voir aussi que des chemins se constituent, des chemins de pèlerinage, mais des chemins de croisade aussi. Et les Templiers sont là partout en France et en Occident, en Espagne, en péninsule italienne également, sont là pour structurer et surveiller ces chemins de pèlerinage. C'est le cas donc en Angoumois, en Saintonge et bien au-delà, pour aller justement d'une façon plus efficace, plus rapide, plus sûre, jusqu'à Jérusalem, reprendre ou entretenir cette terre qui était passée, entre guillemets, aux infidèles, et qui, dans la première moitié du XIIe siècle, est entre les mains des Latins, entre les mains des Francs. Alors, le Templier, il va de commanderie en commanderie pour aller jusqu'en Terre Sainte ? Oui, ce sont une sorte d'établissement, de multinational. Hein. On dépasse les frontières, on peut changer les monnaies, on peut changer de langue, de culture, grâce à ce réseau. C'est un réseau international qui irrigue toute la chrétienté, ou du moins on va dire, tout l'Occident médiéval. Merci Père Morin pour cet éclairage au niveau national et international. Avant que nous rentrions avec Colette et les amis qui sont là dans cette chapelle templière, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'association qui permet à cet endroit de vivre et d'être visité plutôt l'été à l'ouverture. Et donc c'est Michèle Belli qui est la présidente de cette association. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de votre association. Alors l'association, c'est quelque chose qui est arrivé très tard, si vous voulez. Auparavant, jusqu'en 2008, sur Blanzac, il y avait un office du tourisme. En 2008, il a été transféré et centralisé à Opter. Donc, il n'y avait plus de structure qui pouvait faire visiter les monuments, dont la chapelle. Donc, le 6 octobre, le mari de Madame Tarda, le mari de Madame Vincenot ont créé une association pour permettre justement de pouvoir refaire des visites sur le site. Alors, je vais vous donner le nom parce que c'est très compliqué, je n'arrive jamais à le retenir. Notre association s'appelle le Comité de découverte, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Blanzacais et alentours. Donc, c'est cette association qui nous permet maintenant de faire des visites commentées, d'imprimer des visuels, et depuis cet été, nous sommes devenus très modernes, nous sommes sur le net. Donc on peut vous trouver sur le net. Et on sait à quelle date vous ouvrez, voilà. Vous fermez, etc. Vous voulez, c'est assez particulier. L'hiver, la chapelle est fermée pour préserver les fresques. Nous ne sommes pas très nombreux et moi je ne fais pas les visites. Donc mes amis font des visites de mai à fin octobre sur rendez-vous.
Très bien. En été, il y a tout de même un petit peu plus. Nous avons une permanence tous les jours de 15h à 18h. Très bien, Voilà. écoutez, merci à vous de cet éclairage et puis de savoir qu'il y a quand même une association. Vous allez quand même nous parler des propriétaires de cette chapelle. Elle a été achetée au XXe siècle par les protestants. Voilà, en 1902, c'est un colporteur qui vient sur la région, qui va à l'église protestante de Barbezieux, qui la découvre et donc l'église protestante la rachète. En 1914, le bâtiment est classé monument historique, ce qui permet déjà à l'église d'entamer des gros travaux de réhabilitation. Et nous avons signé une convention avec l'église protestante, la mairie et la communauté de communes qui nous permet de faire des visites. Bon, voilà, écoutez, on va saluer nos frères protestants. Et avec Madame Tarda, qui ne tarit pas quand il s'agit de patrimoine. Ah bien sûr, on l'a déjà vu. Oui, et là, elle est assise. Alors justement, elle est assise sur le puits. Voilà, donc ça tombe bien. Et donc, je pense que le puits date de cette époque, sans doute. Sans doute, oui. Le puits était là du temps des Templiers. C'était leur seul point d'eau. Donc, c'est ce qui permettait à la communauté de s'installer. Alors Colette Tarda, vous êtes donc l'historienne de cette association. Nous sommes maintenant devant l'entrée de la chapelle de Cressac, à côté de Blanzac, je le dis pour ceux qui prennent l'émission en cours, et vous allez nous décrire un peu cette, comme vous le disiez tout à l'heure, cette simplicité de l'entrée. Vous avez cependant la façade d'une petite église romane du XIIe siècle, mais très simple, je le redis, car vous voyez le portail assez large, les voussures qui ne sont pas ornementées, et une façade qui a 3 niveaux, toujours pour évoquer la Trinité. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, ce sont les corbeaux qui montrent qu'autrefois il y avait un porche devant ce portail. Où on pouvait se rassembler. Bien, si vous voulez bien, maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur de cette chapelle et puis découvrir le trésor de cette chapelle. Ah oui, en effet, ces peintures et ces fresques sont uniques au monde. Nous ne trouvons pas autant de peintures de cette deuxième moitié du XIIe siècle concernant des batailles ailleurs. Alors, est-ce que toutes ces chapelles templières avaient été ornées de cette façon-là? Est-ce que celle-ci a pu conserver, peut-être grâce à du plâtre qui avait été mis dessus? Comment les a-t-on découvertes et qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, elles ont été découvertes par un colporteur qui vendait des Bibles et qui est passé par là. Il a aperçu les peintures qui se trouvaient dans ce lieu et il a prévenu le pasteur de Barbezieux qui est venu se rendre compte de ce qu'il y avait sur ces murs et qui a été séduit par toutes ces représentations et qui a fait en sorte de faire acquérir la chapelle par les protestants donc, du secteur. On peut dire que c'est ça qui a sauvé le monument? Oui, on peut. Donc, on peut dire aussi qu'il a été sauvé par l'agriculteur qui a acheté la chapelle quand elle a été vendue comme bien national après la Révolution. Il en avait besoin parce qu'il voulait s'en servir pour abriter soit des outils, soit des animaux. Aussi, il avait constitué une toiture sommaire, car la toiture était en très très mauvais état, ce qui a permis de conserver jusqu'à ce que les protestants en fassent l'acquisition, ce qui a permis de conserver ce qui restait des peintures. Alors, vous allez nous dire maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'était les bandes dessinées de l'époque, je le dis souvent, ça. Les gens ne savaient pas lire, pas écrire, mais en même temps, ils avaient un résumé. C'est vous qui allez me le résumer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit sur notre gauche en rentrant sur le mur à gauche, tout le long du mur de cette chapelle? C'est sur une longueur de 16 mètres environ. Et vous avez 2 registres. Le registre du haut, qui est sur fond clair, comme vous le voyez, qui représente sans doute la ville d'Antioche à gauche, avec des chevaliers qui sortent de cette ville d'Antioche, qui vont se battre
puisque le chef qui est en avant, le cavalier blanc, a sa lance horizontale prête à attaquer les musulmans qui s'enfuient. Et ces musulmans vont être battus dans cette bataille qu'on appelle la bataille de la Bokeh. Ils vont être battus et se réfugier dans une autre ville qui peut-être serait la ville d'Alep. Ah oui, et que l'on aperçoit au bout de la fresque. Qu'on aperçoit tout à fait à droite, alors qu'Antioche se trouvait tout à fait à gauche. Donc ça veut dire qu'on a fait une insertion entre deux villes. Voilà, tout à fait, avec une bataille qui s'est déroulée donc, dans la plaine du Bécard, au pied du Crac des Chevaliers, et dans le langage écrit et courant, c'est devenu la bataille de la Bokeh ou la bataille des Gonfanons, parce que les cavaliers présentaient des drapeaux, si vous voulez, avec la croix des croisés, et qu'on nommait Gonfanon. Donc là, on a, j'allais dire, toute la panoplie vestimentaire et équestre des chevaliers. Oui, alors vous avez, si on regarde le chevalier blanc, vous remarquez le bouclier triangulaire avec la croix des croisés et un aigle. Vous remarquez aussi le casque à nasal, la lance avec le gonfanon. Vous remarquez le grand manteau blanc qui permettait de ne pas avoir trop chaud avec l'armure. Et vous remarquez aussi les selles qui sont très hautes à l'avant et à l'arrière, puisque le chevalier, la main droite occupée par la lance et la main gauche occupée par l'écu. Oui, il a besoin d'être bien calé sur sa selle. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il a les pieds en avant. Il a les jambes très en avant, afin de commander le cheval, sans doute en appuyant sa jambe plus ou moins sur le poitrail du cheval. Vous voyez qu'il n'y a pas de rêne et pas d'étrier. Oui, le cheval est libre, il le dirige avec ses jambes. Il le dirige, oui, tout à fait avec ses jambes, d'où ces selles un petit peu particulières. Alors ensuite, on a toute la partie du bas. Oui, la partie du bas représenterait, là tous les historiens de l'art ne sont pas d'accord. Il y a 50 ans, on pensait que c'était des exercices de l'armée, alors que maintenant, les historiens de l'art penchent plutôt pour un échange de prisonniers. En effet, vous avez tout à fait à droite comme une rencontre entre deux armées différentes, entre les musulmans d'une part et les francs d'autre part, avec des personnages à pied, et on voit que les chevaux sont arrêtés, donc il n'y a pas de bataille. Et ensuite, vous avez un camp de toile, qui semble être un camp de musulmans, et des personnages qui en sortent, deux personnages civils qui sont encadrés par deux autres personnages qui les poussent et les tirent et les emmènent vers un groupe qui serait constitué de francs, puisque vous avez des boucliers triangulaires, tandis que les musulmans ont des boucliers ronds qu'on appelle des rondaches. Et le chef de ces francs vient, semble-t-il, voir ce qui se passe. On le voit très tranquille. Il s'agit du Guide de Lusignan et il a la lance sur l'épaule. Donc on voit très bien qu'il ne va pas se battre. Il semble qu'il vienne aux nouvelles et que quelqu'un de son escorte se retourne pour annoncer une très grande nouvelle. Et la nouvelle est tellement importante que l'on saute de l'olifant. Donc c'est ce qui fait dire à certains historiens de l'art que ça pourrait être un échange de prisonniers, puisque vous avez ici le deuxième personnage qui, de la main, a l'air d'en envoyer deux dans l'autre sens. Donc un échange de prisonniers après la bataille d'en haut des deux villes, on passe dans une autre dimension. Voilà, tout à fait. Bien que les deux registres n'aient pas été représentés pas à la même époque,
Donc on ne sait pas si le bas suit exactement le haut. D'accord. Oui. Alors, si on se retourne, on est donc derrière la porte d'entrée, sur le mur de l'entrée, du portail d'entrée. Et là encore, on a des fresques. Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors là, vous avez à droite une représentation à double lecture. Car voyant que le cavalier et la dame qui se trouve devant le cavalier portent tous les deux une couronne et qu'il y a des fleurs de lys. Et vous savez qu'à la deuxième croisade, Aliénor d'Aquitaine et Louis VII y sont allés. On pense tout de suite qu'il s'agit de Louis VII et Aliénor, comme les fleurs de lys représentent la royauté. Mais d'autre part, on voit que le cheval écrase un vilain petit individu et on sait que dans notre sud-ouest et ouest même, on a représenté dans cette deuxième moitié du XIIe siècle, on a souvent représenté l'empereur Constantin qui vivait au IVe siècle et qui s'était converti au christianisme et qui avait neutralisé l'hérésie. Donc, au niveau théologique, on peut dire qu'il s'agirait de Constantin, tandis qu'au niveau historique, on pourrait dire qu'il s'agit de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine. Et alors, on a encore une autre fresque sur la gauche avec un chevalier donc franc puisque son bouclier est triangulaire et une dame. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans ce cas-là, au niveau théologique, la dame représenterait l'Église chrétienne. D'accord, donc plusieurs niveaux de lecture. Oui, voilà. De ce côté, il s'agit d'un templier qui neutralise un dragon. Évidemment, c'est celui qui n'est pas chrétien, ou c'est l'hérésie, et ce serait Saint Georges. Et les Templiers avaient choisi cette légende de Saint Georges parce que Saint Georges était leur saint patron. Ce Saint Georges, donc neutralisant l'hérésie, va permettre là encore à l'Église chrétienne d'être victorieuse. Matérialisé par une femme avec un très bel habit. Avec le vêtement de la deuxième moitié du XIIe siècle, avec les manches qui ont des grands pans et qui vont presque jusqu'au sol. Alors, si on se retourne maintenant du côté du chœur, enfin du chevet, et là encore, on a deux petites fresques. On n'a plus beaucoup de temps, mais vous allez nous dire qu'est-ce qu'elles représentent. Saint-Michel et la pesée des âmes. La balance penche du côté de Saint-Michel, donc il s'agit de bonnes âmes de Templiers qui sont morts en faisant leur devoir, et le diable ne peut pas attraper d'âmes, car ce sont des bonnes âmes. Il n'y en a pas pour lui. Donc ensuite, on a les trois vitraux, et à la droite des trois vitraux... À droite, c'est un évêque. On parle de l'évêque Adhémar, qui était aussi de la famille Taillefer, comme le cavalier, ou alors de l'évêque Lambert, l'un ou l'autre. Il bénit, soit il bénit la croix de consécration qui se trouve à gauche de l'oculus, soit il a béni Geoffroy Martel quand il est parti à la deuxième croisade. Au choix. Bien. Alors, écoutez, on a fait cette belle visite. On a aussi eu une croix avec un soleil, un alpha, peu plus haut. C'est à la fois un chrisme et une croix de consécration. Car vous savez que quand un édifice religieux est construit, il faut que l'évêque vienne le bénir afin que l'on puisse pratiquer le culte. Donc, comme il n'y a pas de croix de consécration ailleurs, on peut penser que c'est cela, mais aussi c'est une croix de consécration qui prend l'allure d'un chrisme, c'est-à-dire avec le soleil, les astres, les trois cercles qui évoquent les cieux, les mers et les terres, et un A qui remplacerait l'alpha, puisqu'au-dessus vous avez un petit oméga. Donc, ce serait l'alpha et l'oméga de la parole du Christ, je suis le commencement et la fin du monde. Voilà.
Eh bien, écoutez, c'est très bien pour terminer notre visite. Madame Tarda, merci de nous avoir accueillis avec l'association. Et lorsqu'on sort, c'est absolument magnifique parce qu'on a l'impression que la colline arrive sur nous. Et je vous invite vraiment à venir découvrir cette petite chapelle templière de Cressac. C'est facile, hein, on en a parlé avec votre présidente tout à l'heure. Il suffit de regarder sur Internet et on sait quand c'est ouvert. Oui, de toute façon, il y a sur Internet... il y a différents sites où vous pouvez retrouver cette chapelle, soit en tapant Templier, soit en tapant Cressac. Il y a suffisamment de renseignements. Bon, et puis si vous n'avez pas l'image, si vous tapez, effectivement, vous aurez là des images. Je voulais remercier à vous, Colette Tarda, merci beaucoup, Madame Michèle Béli, votre présidente, le père Laurent Morin et les autres amis qui étaient là tout à l'heure, et Kylian qui est en train de filmer notre balade à travers cette très belle chapelle templière de Cressac. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.